Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un navire de guerre, mais pas n'importe lequel. C'est un bâtiment absolument unique, une véritable forteresse flottante qui représente à elle toute seule une capacité stratégique vraiment hors du commun sur la scène mondiale. Et pour bien commencer, voilà un fait assez marquant. En dehors des États-Unis, il n'y a qu'une seule autre nation au monde qui opère un porte-avions à propulsion nucléaire. Ça donne une idée, hein? Cette exclusivité technologique, ça place d'emblée ce navire dans une catégorie totalement à part. C'est un club, disons, très fermé. Son nom de code, R91. Et son nom de baptême, bien sûr, c'est le Charles de Gaulle. Et ce bâtiment, il est bien plus qu'un simple navire de guerre. Non, c'est vraiment le symbole d'une ambition stratégique, d'une autonomie que très peu de pays dans le monde peuvent se permettre. Ok, alors plongeons un peu dans son histoire. Parce que pour comprendre cette ambition, il faut savoir une chose. Ce colosse des mers a eu des débuts, disons, pour le moins compliqués. Son parcours jusqu'au service actif, c'est une véritable saga. Regardez un peu ça. Plus de 10 ans entre le début de la construction et la mise en service, c'est énorme. Et cette période a été marquée par des pépins techniques majeurs et surtout la rupture assez spectaculaire d'une de ses hélices en pleine mer. Rien que ça. Mais bon, toutes ces difficultés du début ont finalement permis de forger un navire aux capacités vraiment exceptionnelles. Alors, allons au cœur du sujet justement. Ce qui le rend si puissant, ce qui change tout, c'est son cœur nucléaire. Alors, la propulsion nucléaire, comment ça marche en gros? Le principe, il a l'air simple, mais en réalité, c'est d'une complexité folle. Il y a 2 réacteurs nucléaires à bord qui chauffent de l'eau pour créer une vapeur sous très haute pression. Cette vapeur, elle fait tourner des turbines qui, à leur tour, font tourner les hélices. Et c'est vraiment cette technologie qui est la clé de tout. Et pourquoi c'est la clé de tout? Eh bien, ça change la donne sur un point absolument crucial, l'endurance. Un navire classique, il a un talon d'Achille. Il doit être ravitaillé en carburant tous les quelques jours. C'est une énorme contrainte. Le Charles de Gaulle, lui, peut naviguer des années sans jamais avoir besoin de refaire le plein de ses réacteurs. C'est ça le fondement de son autonomie stratégique. Et ça, en Europe, c'est tout simplement sans équivalent. Et pour se rendre compte de l'échelle, quelques chiffres qui donnent un peu le vertige. Le pont d'envol, c'est 12 000 mètres carrés, imaginez 2 terrains de foot. À bord, on a une ville flottante de près de 2000 personnes. Le navire peut tenir 45 jours en autonomie totale de vivre et il peut soutenir une cadence de 100 vols par jour pendant une semaine. C'est juste phénoménal. Alors il y a un autre élément qui est absolument clé pour comprendre sa puissance, le système Catobar. Qu'est-ce que c'est que ça? La plupart des porte-avions non américains utilisent une sorte de tremplin pour faire décoller les avions. Le Charles de Gaulle, lui, c'est différent. Il utilise des catapultes à vapeur. Et ça, c'est une technologie que seule la France et les États-Unis maîtrisent sur leurs porte-avions. Encore une exclusivité. Et la puissance de cette catapulte, c'est de la pure force brute. Il faut imaginer un avion de 25 tonnes qui passe de 0 à 270 km/h en seulement 2 secondes. C'est une accélération démentielle. Et cette puissance, elle est cruciale. Non seulement elle permet de lancer des avions de combat chargés au maximum, mais surtout elle permet de faire décoller des avions beaucoup plus lourds, comme les Hawkeye. Et ces avions radars, ce sont les véritables yeux de toute la flotte. Ok, donc on a la technique. Mais toute cette puissance, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça se traduit directement en influence sur la scène mondiale. Parce que, au final, ce navire, c'est bien plus qu'une simple arme. C'est un véritable outil de diplomatie. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour le voir en action. À peine entré en service, le Charles de Gaulle se retrouve propulsé au cœur de l'actualité mondiale. On est fin 2001, juste après les attentats du 11 septembre, et il est immédiatement envoyé pour soutenir les opérations de l'OTAN en Afghanistan. Là, positionné dans l'océan Indien, le porte-avions a tout de suite démontré ce qu'il avait dans le ventre. Sa capacité à projeter de la puissance très loin de ses bases. Ces avions ont mené des missions extrêmement complexes. À plus de 3000 km à l'intérieur des terres, ils ont joué un rôle vraiment déterminant dans les toutes premières phases du conflit afghan. On avance d'une dizaine d'années. 2011, direction la Libye pour la mission Harmattan. Et là, c'est intéressant, parce que son principal atout, ça n'a pas été la capacité à frapper loin, mais au contraire la proximité. En se positionnant juste au large des côtes libyennes, le Charles de Gaulle est devenu de fait la base aérienne la plus efficace de tout le conflit. Le temps de réaction de ces avions est passé de plusieurs heures à peine 10 minutes. Le résultat est juste ahurissant, le porte-avions, avec seulement 15% des avions de combat français, a réalisé jusqu'à la moitié de toutes les missions. C'est un démultiplicateur de force incroyable. Plus récemment encore, mission Chamal contre le groupe État islamique. Et là, le porte-avions a carrément franchi un nouveau cap. Il n'a pas été juste un outil puissant, il a endossé un véritable rôle de leader au sein de la coalition internationale. Son simple déploiement a permis de tripler d'un seul coup la capacité de frappe française contre Daesh. C'est énorme.
Mais il y a plus important encore, que ce soit dans le golfe Persique ou en Méditerranée, le navire est devenu le vaisseau amiral, le centre de commandement pour l'ensemble des forces aéronavales de la coalition, y compris donc les forces américaines. Et ça nous amène à ce fait, qui est assez incroyable. Pour la première fois de son histoire, le commandement de la Task Force 50, qui est pour faire simple la principale force de frappe aéronavale américaine dans la région, eh bien ce commandement a été confié à un amiral non américain embarqué sur le Charles de Gaulle. C'est un signe de confiance et une reconnaissance immense de la part des Américains. Bon, cette reconnaissance, elle montre bien sa pertinence dans le passé. Mais aujourd'hui et demain, un navire comme celui-ci, il doit constamment faire face à de nouveaux défis. Et surtout, il doit se moderniser pour rester au top. Parce que même la plus puissante des forteresses a ses failles, et parfois la menace ne vient pas du tout de là où on l'attend. Et cette menace, en avril 2020, c'était un ennemi totalement invisible, le Covid-19. Une épidémie majeure s'est déclarée à bord en pleine mission. Plus de 1000 marins ont été testés positifs. C'était un choc. Le porte-avions a été obligé d'interrompre son déploiement et de rentrer au port en urgence. Ça a vraiment mis en lumière un type de vulnérabilité complètement nouveau et ça a mis à rude épreuve toute la marine. Mais une crise comme celle-là n'arrête pas une machine pareille. Le Charles de Gaulle, il a été conçu dès le départ pour durer et surtout pour évoluer. Sa longévité, elle repose sur un cycle bien précis de modernisation très profonde. Et le secret de cette longévité, ça s'appelle les arrêts techniques majeurs, ou ATM. En gros, tous les 10 ans, le navire est mis en cale sèche pour une refonte complète qui dure 18 mois. C'est pendant cette période qu'on recharge les cœurs nucléaires, ce qui lui donne une nouvelle décennie d'autonomie. Et bien sûr, on en profite pour moderniser tous les systèmes, radars, systèmes de combat, tout y passe pour le maintenir en permanence au meilleur niveau. Finalement, le Charles de Gaulle, c'est vraiment le fruit d'une vision stratégique audacieuse, presque unique. Il a surmonté des débuts chaotiques pour devenir cet outil diplomatique et militaire sans équivalent en Europe. Mais voilà, dans un monde où la guerre navale change à toute vitesse, avec les drones, les missiles hypersoniques, sa pertinence future, elle, reste une question totalement ouverte. Et c'est ça qui est fascinant.